Alors, j'ai le plaisir d'être le dernier aujourd'hui. C'est bien d'avoir gardé le meilleur pour la fin. Mais je me rends bien compte que les apéros démarrent très très vite à Lille. J'ai vu des bouteilles un peu ouvertes partout et je vois bien qu'il y a quand même beaucoup moins de participants à cette heure-ci. Je vais essayer donc de me tenir aux 30 minutes. Est-ce qu'il y a des gens qui ne parlent pas français dans l'audience? J'avais prévu et j'ai passé beaucoup de temps à faire tout ça en anglais, mais je vais faire de la traduction live parce que j'ai l'impression que l'anglais n'est pas nécessaire. Est-ce que c'est vrai? Il y a des gens qui ne parlent pas français ici? Ok, bon, donc on y va. Donc ça dure 30 minutes, c'est enregistré pour ceux qui voudront le revoir derrière. Aujourd'hui, je vous parle de quantification des risques cyber et des risques technologiques, quantification en termes financiers. Et je le fais dans le contexte de l'évolution de la réglementation sur la gouvernance de la gestion des risques et de la cybersécurité. Et en parcourant les cas d'usage de la quantification, on zoomera justement sur celui de la conformité à la réglementation. Alors, je commence par rappeler ce qui sera peut-être évident pour beaucoup, mais un sujet qui prend de plus en plus d'importance au fur et à mesure qu'on nous oblige, et on en reparlera avec les réglementations en cours de préparation en Europe. La cyberquantification, qu'est-ce que c'est? La quantification des risques cyber et technologiques, c'est une méthode pour exprimer l'exposition au risque due aux environnements digitaux, évidemment, en termes que le métier ou les métiers puissent comprendre. Ça, c'est une définition récente du Gartner. C'est la capacité à quantifier ou exprimer l'impact et la fréquence des risques cyber ou technologiques en termes financiers. Ça, c'est une définition de l'ISACA. Nous, celle qu'on utilise un tout petit peu, enfin, assez similaire d'ailleurs, mais c'est donc l'ensemble des techniques, des modèles, éventuellement des cadres de travail, des frameworks, pour calculer l'exposition qu'une organisation a au risque en termes monétaires. Alors, on oppose souvent l'approche quantitative à l'approche qualitative. Effectivement, les données qualitatives sont des données basées sur l'interprétation, elles sont descriptives, elles utilisent et elles ont trait au langage et à son usage. Elles permettent de catégoriser, de grouper par type, et elles sont généralement représentées par des noms, des mots ou des symboles. Elles permettent de comprendre des concepts, d'exprimer et de débattre d'idées. La donnée ou les données quantitatives, elles, sont évidemment basées, comme le nom l'indique, sur des nombres. Elles sont mesurables, elles sont dénombrables et elles permettent de mesurer des valeurs ou de compter assez systématiquement. On les représente en utilisant évidemment des chiffres. Alors, ces deux approches sont assez différentes et elles amènent à des perspectives et des conclusions assez différentes. Nous, chez Cerisc, on pense qu'elles doivent être utilisées ensemble. Un chiffre tout seul ne dit pas grand-chose à personne. Il faut évidemment un narratif qualitatif avec des mots pour mettre ce chiffre en contexte. À l'inverse, un narratif qualitatif sans chiffre, ça n'est jamais qu'une opinion qui éventuellement va s'opposer à d'autres opinions. C'est toujours mieux de pouvoir back-upper un avis avec des data points, des données chiffrées vérifiables. Nous, on pense qu'effectivement, il faut les deux ensemble pour articuler les risques et les risques cyber et technologiques et permettre une communication à l'intérieur de l'entreprise entre des fonctions ou des lignes de défense, ligne 3, 2 et 1, depuis les équipes opérationnelles jusqu'à évidemment les fonctions régaliennes de l'entreprise, le management, le comité des risques, la finance, le juridique. Alors, pourquoi est-ce qu'on quantifierait les risques? Pourquoi ça devient nécessaire? Nous, on voit au moins 3 raisons et on zoomera sur l'une d'entre elles en particulier. La première, c'est évidemment qu'il n'y a plus beaucoup d'activités humaines et encore moins d'activités économiques qui ne sont pas plus ou moins directement liées au digital. C'est ce qui fait que le risque cyber est devenu un des tout premiers risques opérationnels
auxquels toute organisation doit faire face. La deuxième, c'est que les humains, dont je suis, nous sommes des decision makers, des décideurs assez peu reliable, fiable, merci. Pardon. Il y a plein de recherches scientifiques qui ont montré que nous, humains, et y compris ceux d'entre nous experts dans nos domaines respectifs, sommes extrêmement sensibles, sujets, d'une part aux biais cognitifs, c'est-à-dire des erreurs systématiques qu'on peut prévoir, et ce qu'on appelle des bruits cognitifs, noises, qui sont des erreurs, elles, imprévisibles, erratiques. On ne décide pas, on ne prend pas les mêmes décisions, et c'est vrai des juges, c'est vrai des chirurgiens, selon qu'on est le matin ou l'après-midi, selon qu'il fait beau ou qu'il ne fait pas beau, ou selon ce qu'on a mangé le midi. C'est vrai aussi pour les experts de la cyber. Donc les mêmes questions n'apportent pas les mêmes réponses chez les mêmes experts. La quantification aide à corriger ces biais. Enfin, la troisième raison, et c'est celle qui nous occupe aujourd'hui, c'est l'évolution du cadre réglementaire, dans lequel on demande aux entreprises de non seulement dépenser beaucoup d'argent dans la cybersécurité, et vous avez vu le nombre d'intervenants aujourd'hui, mais de pouvoir expliquer, justifier, défendre pourquoi on le fait dans cet ordre-là, et sur ces activités de contrôle ou de mitigation. Alors, comment est-ce qu'on fait de la quantification? Je vais aller assez vite sur cette partie-là. Ça peut être très très simple, largement aussi simple que les analyses qualitatives, avec des résultats plus facilement défendables, plus facilement reproductibles et un peu plus objectifs. Ça commence évidemment par la compréhension de l'entreprise ou de l'organisation et de ses chaînes de valeur, de manière à identifier les aspects, les actifs digitaux les plus critiques. On essaye aussi de savoir pourquoi est-ce qu'on fait une analyse. Ça paraît tomber sous le sens, mais on fait historiquement beaucoup d'analyses parce qu'il faut faire des analyses. En oubliant quelle est la question ou quelle est la décision ou les décisions qu'on essaye d'informer, d'éclairer. À partir de là, et contrairement à ce que la plupart d'entre nous pensons, et y compris moi il y a quelques années quand j'ai démarré, on a beaucoup plus de données que ce qu'on croit. Et pour être utile, la quantification n'a pas besoin, grâce à la probabilité et aux statistiques, d'autant de données que ce qu'on pourrait redouter. Ensuite, et au fur et à mesure de l'évolution de la maturité de sa pratique, on peut souhaiter introduire des choses qui peuvent être multiples. Il n'y a absolument pas besoin de tout ça au départ, mais évidemment la quantification en isolation, de savoir que mon risque ransomware m'expose entre X millions et Y millions, c'est très intéressant, mais si je m'arrête là, la question immanquablement, et alors so what? Donc on essaye de mettre en facteur cette compréhension de la quantité de risque à laquelle on est exposé, avec comment il pourrait se produire, quelles sont les chaînes d'attaque ou les séquences d'événements lorsqu'il s'agit de risques technologiques, de défaillances, d'erreurs humaines, quelles sont la séquence d'événements ou la chaîne d'attaque qui pourrait créer le sinistre. Et si sinistre il y a, donc ça c'est les extensions du standard FAIR, FAIR-CAM, Control Assessment Model, mais on va essayer aussi d'être plus granulaire, plus détaillé dans la compréhension des types de pertes, des catégories de pertes financières auxquelles tel ou tel scénario va nous exposer. Ça, c'est le Materiality Assessment Model et qui est assez utilisé, on va le voir, pour répondre à une des nouvelles législations qui s'impose aux États-Unis aujourd'hui, mais qui progressivement risque de s'imposer à d'autres. C'est-à-dire donc identifier, mesurer, quantifier la quantité de risque et le rapporter au régulateur. Alors, quels sont les cas d'usage
de la quantification. Le Gartner a fait une étude fin 2022, début 2023. Ce qui ressort, et c'est assez aligné avec ce que nous trouvons chez nos clients, chez Cerisk, ce qui ressort, c'est que la première manière d'utiliser l'analyse quantitative et ses résultats, c'est la communication. La communication vers des fonctions de direction, des fonctions métiers, le juridique, la finance, et dans un deuxième temps, d'utiliser ces résultats d'analyse pour dimensionner, justifier les investissements en termes de cybersécurité. Le temps est révolu où il suffisait d'être devant sa direction et de demander toujours plus de solutions de sécurité. Si ce temps a jamais existé, il n'existe plus aujourd'hui. Il faut pouvoir articuler les raisons de l'allocation de ressources qui sont par définition des ressources finies. Je vais zoomer sur celui qu'on voit de plus en plus et qui est dicté par ce qu'on vient de voir arriver fin 2023 aux États-Unis avec les directives de l'autorité des marchés financiers, la Security and Exchange Commission in the US, qui impose à toutes les sociétés publiques, il y en a 8000 aux États-Unis, public c'est au sens coté en bourse, publicly traded, qui leur impose donc d'articuler leur programme de gouvernance du risque, comment est-ce qu'ils équipent leurs fonctions de direction, comment ils les informent, de manière à ce qu'elles puissent prendre la responsabilité, la propriété de ces sujets, qui ne doit plus être un sujet technologique laissé au RSSI, mais c'est bien un sujet dont toutes les fonctions de l'entreprise doivent s'emparer. Un des aspects directement liés à la quantification, c'est que les entreprises doivent pouvoir, en fin d'année, rapporter dans un formulaire spécial, le formulaire DICA, rapporter quels sont, d'après elles, les risques cyber et les risques technologiques auxquels elles sont exposées. Et quand je dis rapporter, elles doivent rapporter en termes de fréquence et en termes de quantité financière, quantité monétaire. Évidemment, lorsque malheureusement elles sont victimes, elles ont à ce moment-là une autre obligation de divulgation qui tient dans un délai assez court de 4 jours, il me semble. Donc on voit un certain nombre de nos clients venir nous solliciter pour que la quantification soit aussi utilisée en input dans ces discussions entre l'informatique, la sécurité et les fonctions qui historiquement s'occupent du framework de disclosure, le cadre de divulgation, discuter de la matérialité ou non de tel ou tel risque ou de la matérialité de tel ou tel événement. Alors, vous allez voir que ça fait un lien avec ce qui est en préparation ici en Europe, NIS2. On en parle beaucoup. Alors, pour l'instant, on parle encore beaucoup de principes. La réglementation est une extension de NIS 1, intervenue en 2016, si je ne m'abuse, mais dont un certain nombre d'éléments sont précisés et le scope, le périmètre des entreprises auxquelles NIS2 va s'appliquer sera plus large. Par contre, la manière très détaillée dont il sera appliqué sera propre à chaque pays membre de l'Union qui est en train de rédiger la manière dont, dans son contexte, et ce sera applicable. À chaque fois, il y a un certain nombre de choses un peu semblables à ce qu'on a vu chez la SEC, en tout cas les guidelines de la SEC, à savoir donc un focus sur la gouvernance, comment est-ce qu'on monte dans l'entreprise les processus qui permettent de gérer les risques, comment est-ce qu'on informe la direction, comment est-ce que les organes de gouvernance justement sont informés et comment on peut ensuite, là aussi quand il y a un incident, et des seuils de matérialité qui sont propres à NIS2 et qui seront déclinés dans chaque pays, comment est-ce qu'on rapporte aux autorités dont on dépend ces risques. L'autre réglementation qui va arriver et qui est assez calquée sur NIS2, mais qui est propre
à l'industrie de la finance. L'industrie de la finance et l'ensemble des fournisseurs de technologies qui servent justement les acteurs du marché financier. Donc c'est le Digital Operational Resilience Act. Lui, par contre, il va être beaucoup plus uniforme à travers l'Europe, contrairement à l'instanciation par pays de NIS2. Et donc, DORA, qui établit un certain nombre de prérequis pour les entités, je l'ai dit, mais également leurs fournisseurs, dans 5 domaines. Je vais en détailler les éléments dans un instant. Un dernier élément, et c'est intéressant parce que ça a été une des premières... Alors, ce n'est pas une législation, hein, ce n'est pas une réglementation, ça n'a pas force de loi, mais ça a été une recommandation forte de l'Institut des auditeurs financiers allemands dès 2021, il me semble, demandant aux entreprises cotées en bourse également de pouvoir articuler leurs risques en termes financiers en utilisant les statistiques et les probabilités pour la fréquence et des termes, évidemment, des éléments financiers pour la quantité d'impact qui pourrait en résulter, tout ça en utilisant Monte Carlo. C'est donc la réglementation PS 340. C'est assez intéressant qu'ils étaient un des premiers et finalement assez alignés sur ce que la SEC a demandé aux entreprises américaines en décembre 2023. Alors, si on prend justement l'exemple de DORA, ça établit, comme je l'ai dit, des prérequis pour la gouvernance de la sécurité de l'information et des systèmes d'information, et à travers 5 domaines. La gestion et la gouvernance des risques, le premier pilier, un des plus importants. Tout ce qui a trait à la réponse à incidents et les processus pour gérer ces incidents et assurer le reporting. Là aussi, il y a des délais très courts pour pouvoir se tourner vers le régulateur en décidant c'est matériel, c'est pas matériel. Par contre, et contrairement à la SEC, ils sont beaucoup plus prescriptifs sur quels sont les seuils de matérialité. Et à part un ou deux qui ont trait à la réputation ou l'économie, il n'y a pas forcément besoin de quantification des risques cyber pour y répondre. On voit là que l'objet, l'audience qu'on essaie de protéger avec ce type de réglementation est un peu différent de ce qu'est celui de la SEC. La SEC, c'est bien les actionnaires ou les actionnaires potentiels. On essaie de les informer sur le risque auquel une entreprise dans laquelle ils pourraient vouloir investir est exposée. Ici, il va s'agir de protéger d'abord nous tous, les consommateurs d'un certain nombre des services critiques ou essentiels, ça c'est NIS2, ou des services financiers et du système bancaire et financier européen. Le troisième pilier, c'est la résilience et le test, les tests de contrôle de résilience. Le quatrième, c'est tout ce qui est gestion des tiers, qui est un élément très important dans tout ce qui est gestion des risques et des risques cyber. Et enfin, tout ce qui est partage de l'information et de l'intelligence au sens CTI, Cyber Threat, intelligence, connaissance sur les menaces et les types de menaces. Là aussi, comme dans la SEC, on attend que les organes de gouvernance, de décision, soient beaucoup mieux informés, de manière à prendre beaucoup plus de responsabilités dans tout ce qui est la conduite des stratégies de rémédiation pour rendre les entreprises à la fois plus sécures et malheureusement, quand elles sont victimes, beaucoup plus résilientes. Alors, il faut se souvenir que le premier objectif ici, dans cette démarche, et pour les entreprises ou les fournisseurs de technologies à ces entreprises du monde de la finance, le premier objectif ne doit pas être de se conformer à ça, parce qu'on avait un sommet du Fair Institute la semaine dernière ici à Paris. Une des intervenantes de la Banque Centrale Européenne rappelait c'est moins une liste de checkbox qu'on cherche. On cherche avec un principe de proportionnalité qui tient à l'importance de l'acteur financier ou l'importance du tiers par rapport à l'intervenance sur le marché financier. On cherche à comprendre le process. C'est ce que le régulateur veut voir. Par quel processus, vous, entreprise, organisation, vous assurez que vous êtes une banque ou une assurance, vous êtes résilient, vous gérez les risques correctement, ou si vous êtes un tiers, que vous le faites, vous
vos services à ces institutions financières sont rendus correctement. On voit bien que même si la réglementation en elle-même n'appelle pas à la quantification des risques cyber, le fait d'avoir une approche par les risques et une approche data-driven, donc quantitative, permet de répondre ou de faciliter la réponse et la conformité. La réponse au régulateur, quand il va s'agir de lui expliquer comment est-ce que dans l'entreprise on gère les risques et comment on prend des décisions quant à la sécurité des systèmes d'information. La quantification en termes financiers n'est pas quelque chose qui s'oppose aux appréciations qualitatives, c'est bien quelque chose qui vient compléter et c'est quelque chose qui améliore grandement les prises de décision relatives à la sécurité des systèmes d'information. Il y a beaucoup de cas d'usage. Un des cas d'usage qu'on voit et qu'on va voir de plus en plus, c'est évidemment d'aider à répondre, à prouver de manière défendable et objective comment on est conforme à un certain nombre de ces réglementations ou qui sont déjà entrées en vigueur ou qui vont prochainement entrer en vigueur. La quantification avec FAIR est adoubée par un certain nombre d'organismes et d'autres standards, le NIST évidemment, l'ISACA et bien d'autres. Contrairement à ce que la majorité des entreprises peuvent penser, ou des praticiens du risque peuvent penser, et c'est une erreur que Tom, mon associé et moi avons fait au départ de notre démarche il y a 5 ans, c'est très facile à mettre en œuvre. Et on a beaucoup de valeur ajoutée très tôt dans le process. Bien sûr qu'on avance et on apprend, et on peut complexifier, enrichir. Je l'ai montré avec la slide sur les extensions du standard FAIR, sur les contrôles, sur le mapping avec le framework MITRE, etc. Mais on a très vite de la valeur ajoutée tôt dans le cycle. Ce qui a été longtemps un nice to have, une option qu'on pouvait choisir d'embrasser ou pas, progressivement va s'imposer, pas de notre fait, pas du vôtre ou de celui de vos entreprises ou de vos entreprises clientes, mais bien du fait de la pression réglementaire. La pression réglementaire, elle obéit à ce que le problème cyber, il n'est plus un problème technologique, il n'est même plus un problème business au niveau de l'entreprise, il est un problème sociétal. On veut tous, autant qu'on est citoyens digitaux, être assurés que l'écosystème, l'économie et la société dans laquelle on est citoyen, eh bien, elle est sécure. Donc voilà, ça conclut ma brève intervention. Il nous reste quelques minutes pour des questions-réponses, s'il y en a, toutefois. Question. Vous parlez de quantification. Les règlements qui vont venir comme DORA, dans quelle mesure on a une liberté sur les valeurs de quantification qui vont être apportées par rapport à certains prérequis des règlements? C'est-à-dire qu'une quantification doit répondre à un prérequis, à un besoin, à un règlement. Mais maintenant, comment construire cette quantification? Sur quelle base? Par exemple, DORA, on sait qu'aujourd'hui, il n'est pas totalement clair sur la traduction opérationnelle des attentes sur certaines thématiques. Et du coup, comment construire ces quantifications à côté? Quand, derrière, il y a une certaine interprétation à donner. Alors, donc vous avez raison. D'une part, elles ne sont pas encore en vigueur. Et même si DORA, ça va être moins compliqué que NIS2 qui va donner lieu à éventuellement 26 ou 27 instanciations de principes, DORA, ça va être un peu plus uniforme. Par contre, vous avez raison, tout n'est pas encore traduit dans des guides pratiques et prescriptifs, même si au niveau des thresholds, des seuils, il y a un certain nombre de critères de ce qui va qualifier la matérialité qui sont déjà définis. Ce n'est pas du tout comme dans les guidelines de la SEC, où on laisse le soin aux entreprises de dire, dans notre organisation, la matérialité d'un seuil, c'est un petit peu comme les commissaires aux comptes d'ailleurs pratiquent ça depuis toujours. Qu'est-ce qui représente un risque? Oublions le cyber, la techno un instant. Un risque opérationnel, qu'est-ce qui oblige le commissaire aux comptes à alerter les parties prenantes de ce qu'il y a la matérialité? Ça, c'est très vague et j'allais dire laissé aux soins de chaque organisation. Chez DORA, il y a déjà un certain nombre de critères. Il me semble qu'il y a des critères primaires, il y en a 4, et des critères secondaires. Tous ne sont pas arrêtés, mais l'essentiel de ces critères sont fixés. C'est un nombre de dizaines ou de centaines de milliers de clients impactés, si on est une banque. C'est la durée d'un incident. À l'inverse, et là où la quantification peut aider, le risque réputationnel. Qu'est-ce qui fait qu'il est matériel ou pas? Le risque économique. Quand est-ce qu'on décide?
Et là, il faudra comprendre ce que le régulateur a à l'esprit. Est-ce que c'est le risque économique pour la banque ou est-ce que c'est le risque économique pour l'écosystème? Donc c'est tout ça qui reste à débattre. En tout cas, la quantification et la démarche déjà, la logique, elle contribue à pouvoir alimenter et faire que lorsque ça sera nécessaire, le RSSI peut venir, alors qu'il n'a jamais été très impliqué dans ces discussions sur les divulgations, il va pouvoir informer un certain nombre de ces débats où, évidemment, il y a des fonctions comme la finance, le juridique, etc., qui seront en première ligne. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup Christophe Fauré pour cette masterclass.